On ne parle pas souvent de sédiments, et pourtant c'est quelque chose d'important. Alors, géologie sédimentaire, c'est un sujet très vaste, donc on ne peut pas en 1h30 balayer toute la géologie sédimentaire. Donc j'ai fait des extraits, et j'ai focalisé mon exposé sur certains points qui me paraissaient intéressants, et notamment en essayant de suivre un petit peu ce qui est enseigné, alors cette fois-ci plutôt au niveau des troisièmes et des secondes. Ils ont un programme qui traite de géologie sédimentaire, dont j'ai suivi une petite partie. Voilà. Donc on va parler de pétrologie, donc quelles sont les roches sédimentaires. Érosion, transport, sédimentation, c'est vraiment le programme de troisième et de seconde. Les environnements sédimentaires un petit peu. Et puis le dernier point, ça fait aussi partie du programme de troisième et de seconde. Alors, donc les roches sédimentaires, comme c'est écrit là, bon, vous savez comment c'est formé, précipitation, dépôts de particules qui proviennent de l'érosion de roches différentes, ou précipitation chimique dans les océans ou dans les étendues d'eau pour donner des roches sédimentaires qui s'appellent les calcaires notamment. Voilà. Ça représente 70% de la surface terrestre, donc c'est quand même un volume important. 0,1% du volume de la Terre, c'est beaucoup moins. Et 80% des roches sédimentaires sont des roches détritiques. Seulement 15% sont des roches carbonatées. Le reste, eh bien, c'est ce qu'on verra plus tard, c'est des roches de type évaporitique, siliceuses, le charbon, le pétrole, enfin toutes les autres roches. Voilà. Donc c'est quand même un volume de roches important qu'on rencontre évidemment très souvent. Pas trop chez nous, mais si vous allez plus bas en Provence, il y en a évidemment partout. Classification des roches. Alors la classification des roches sédimentaires, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs, que ce soit les roches détritiques ou les roches carbonatées. Donc j'en ai présenté une qui est la plus courante. Vous la connaissez sans doute, les roches terrigènes ou détritiques, c'est pareil. Donc là, c'est une classification qui est basée essentiellement sur la granulométrie, donc des plus fines qui sont les pélites ou argilites ou siltites, c'est-à-dire des matériaux vraiment très fins qui contiennent essentiellement des particules argileuses pour les argilites, des particules argileuses plus des grains de quartz pour les siltites. Siltite, la différence entre une argile et un silt, c'est que vous le croquez et le silt, vous sentez des petits cristaux de quartz entre les dents. Voilà. L'arénite, c'est des sables, grosso modo, sable fin à grossier, grès si c'est consolidé. Et puis dans l'arénite, il y a des particularités, on en a parlé avec Michel, qui sont l'arcose, c'est une arénite ou un grès qui contient des feldspaths, au moins 30%, et le grauwacke, qui est ce grès sale dont parlait Michel, qui est effectivement un grès qui contient plein d'autres éléments, notamment des éléments de roches métamorphiques et magmatiques. Voilà. Et puis plus on va dans la granulométrie, plus on va vers les rudites ou conglomérats, avec d'un côté les brèches, quand elles sont de forme anguleuse, ou les poudingues quand les éléments sont de forme arrondie. Roches carbonatées, donc classification de Folk. Les roches carbonatées, c'est plus simple et plus compliqué. On considère d'un côté les éléments qui rentrent dans cette roche, ce qu'on appelle les clastes, et de l'autre, le liant qui est entre ces éléments. Il y a deux types de liants. Alors, on appelle ça ciment de manière très générale. En fait, les pétrologues distinguent le ciment et la matrice. Le ciment, c'est fait de petits cristaux, plus ou moins petits, de taille plus ou moins grosse, qui vont lier les éléments, qui vont lier les clastes entre eux. Et ces cristaux se sont formés pendant ce qu'on appelle la diagenèse, c'est-à-dire sont postérieurs. Alors que la matrice, c'est des éléments beaucoup plus fins, non cristallisés à l'œil nu, et qui, elle, est constituée de petits grains très fins qui étaient déjà présents dans le sédiment et qui, donc, sont beaucoup plus fins. Voilà. Et puis les éléments figurés, ou les clastes, des débris, des sphérules, oolites, des choses rondes. Et donc les éléments, il y a plein de choses dans les éléments, tous les débris de coquilles, les foraminifères, les morceaux d'organismes vivants, tout ce qui est sphérules, oolites, etc., les coccolithes dans la craie, et puis des pelotes fécales qui s'appellent pellets. Donc ça, c'est très varié. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est un résumé de la classification. Ça n'a d'autre intérêt que de refaire un tableau.
Donc nous, on connaît conglomérat, grès, et ensuite siltite, argilite. Voilà. On parle souvent d'argilite plus que de siltite, mais dans la nature, on rencontre souvent des siltites. On ne fait pas trop la différence entre les deux. Hein. Il faut une analyse un peu plus fine que l'œil nu pour le faire. La différence aussi, c'est qu'argilite, c'est un toucher lisse, toujours pareil, parce que par rapport à la siltite qui a un toucher rugueux, toujours pareil, parce que cette siltite contient des petits éléments de quartz en général, qui donne ce côté rugueux ou croquant sous la dent. Voilà. Roche carbonatée, donc contrairement à ce qui est écrit là, matrice, c'est inférieur à 4 mm, hein, c'est pas marqué, c'est marqué supérieur, mais c'est une erreur. 4 micromètres, pardon. Donc là, vous voyez, il y a biosparite, biomicrite, oosparite, oomicrite, etc., etc. Bon, ça n'a pas d'intérêt autre que des noms. Il faut juste savoir que cette classification existe et qu'elle distingue les éléments en fonction de leur taille, de leur forme et puis du liant qui lie entre eux ces éléments. Par exemple, un ciment ou une matrice, parce que je disais que le ciment c'était quelque chose qui était déjà existant dans la boue carbonatée qui est à l'origine de ce sédiment, de cette roche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le milieu dans lequel s'est déposée une micrite, par exemple, hein, ou un calcaire très très fin, est un milieu plutôt de dépôt non agité. Pourquoi? Parce que il existait, dans le sédiment qui a précédé la roche, il existait cette boue très fine, qui s'appelle maintenant ciment, et qui donc a permis la cohésion entre les éléments qui étaient dans cette boue. À l'inverse, une sparite, donc avec des cristaux qui constituent la matrice entre... Non, c'est l'inverse, pardon, je dis l'inverse. Ça, c'est la matrice, c'est la boue carbonatée avec les éléments très fins, et le ciment, c'est les cristaux qui sont entre les éléments. Donc pour qu'il y ait des cristaux entre les éléments, cristaux qui se sont formés secondairement, eh bien, il a fallu qu'entre ces éléments, il y ait une certaine porosité. Sinon, les cristaux n'auraient pas pu se former et croître pour remplir les espaces vides. Le fait qu'il y ait une certaine porosité indique que le milieu de dépôt de cette boue carbonatée était plus agité que celui d'une roche avec une matrice et non plus un ciment. Voilà, donc on peut... Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait des vides entre les éléments, il faut que ça bouge un petit peu. Alors que quand tu as un dépôt dans un milieu sans vitesse, sans agitation, sans énergie, eh bien tes grains vont se déposer les uns sur les autres sans espace, ou avec très peu d'espace. Les autres roches, alors qui sont beaucoup plus anecdotiques, enfin pas toutes, hein, ça dépend de quel intérêt on se place, les roches carbonées. Donc, les roches carbonées, c'est toute la lignée des charbons, des tourbes, lignites, charbon, anthracite, pétrole, gaz. Hein. Donc, la différence entre tourbe, lignite, charbon et anthracite, c'est le pourcentage de carbone. Hein, plus vous allez vers l'anthracite, plus vous avez, là, il doit y avoir à peu près 50% de carbone, 70, 90, même pas 80, 90, et puis derrière, vous avez le graphite avec 100%. Voilà. Donc, c'est des roches qui sont relativement présentes à la surface du globe et qui, bien sûr, ont un intérêt économique évident. Et puis, ce qu'on appelle les roches autigènes. Donc, dans ce roches autigènes, c'est des roches formées par formation de nouveaux minéraux. Hein, l'autigénèse, c'est la formation de nouveaux minéraux. Ces roches autigènes, ben, ça regroupe tout un tas de roches qu'on connaît pour certaines, comme par exemple les radiolarites en font partie, les diatomites, les silex dans la craie. Hein, la craie qu'on n'a pas trop chez nous, mais qui est beaucoup très représentée dans beaucoup de parties de l'Europe. Dans la craie, il se trouve des nodules de silex qui sont des roches formées. Le minerai de fer, hein, c'est surprenant, mais les minerais de fer, ce sont des roches. Hein, en Lorraine, il y a ce qu'on appelle la minette, hein, qui est une roche sédimentaire constituée essentiellement de fer. Voilà. Donc il y a les phosphates, hein, les gisements de phosphate, ce sont des roches sédimentaires, etc. Voilà. Et bien sûr les évaporites, qui elles sont des roches sédimentaires que l'on connaît bien et qui font partie de ces roches autigènes. Un petit focus sur les évaporites justement. Donc les évaporites, c'est des roches essentiellement formées par précipitation chimique de solutions sursaturées en certains éléments dans un milieu qui est propice à une évaporation intense, ce qu'on appelle des saumures.
Alors, ces milieux propices à une évaporation intense, classiquement, on pense aux milieux chauds et secs, et très secs. C'est effectivement très sec, mais ce n'est pas forcément très chaud. Hein, pensez au salar en Bolivie, au plateau andin, il ne fait pas très chaud là-haut. Hein. Et pourtant, il y a des quantités d'évaporites qui sont déposées sur ces plateaux. Donc c'est le déficit hydrique, c'est-à-dire le côté sec du climat, qui est déterminant pour la formation d'évaporites. Il y a 4 grandes familles d'évaporites. Les sulfates, on les connaît bien, le gypse notamment. Les chlorures, le chlorure de sodium, NaCl, les carbonates et les borates, qui sont moins représentés. Donc anhydrite et gypse sont les plus communs, et il faut retenir, et c'est normal, que lors de l'évaporation d'une saumure, les premiers sels à cristalliser, ce sont les moins solubles. Ce qui explique qu'on peut, alors je reviendrai après sur ce tableau, qu'on peut décrire une séquence de cristallisation évaporitique de la sorte. Vous prenez un dépôt dans une lagune avec 100% d'eau, qui est soumis à une évaporation intense. Quand l'évaporation, alors cette eau bien sûr est chargée en sel, hein, plus ou moins concentrée. Quand cette eau va s'évaporer jusqu'à un certain niveau, on a d'abord la cristallisation des carbonates, qui sont les moins concentrés a priori dans cette saumure, puis le gypse, qui arrive en deuxième position, suivi de l'halite où là vraiment il y a très peu d'eau, et à la fin, quand il n'y a pratiquement plus d'eau, c'est ce qu'on appelle la sylvite, le chlorure de potassium. Ceci explique que sur la Terre, on trouve énormément, bon les carbonates, mettez-les à part, on trouve énormément de gypse, on trouve beaucoup de halite, on trouve très peu de sylvite. Hein, il y a les bassins évaporitiques dans lesquels on trouve la sylvite, il y en a en Alsace par exemple, le bassin potassique d'Alsace, mais ce sont des endroits du globe assez peu fréquents. Pourquoi ? Parce qu'on atteint rarement ce niveau d'évaporation. Hein, pour atteindre ce niveau d'évaporation, il faut des conditions environnementales très particulières qui sont rarement atteintes. Voilà. Donc ça, c'était juste pour donner des informations sur les trois principales évaporites, hein, leurs différences de densité, de formules, etc. Un mot sur ce qui est hallocinèse diapyre, parce que ça a quand même une importance. Donc c'est lié aux séries évaporitiques. Hein. L'hallocinèse, c'est les mouvements, les déformations de ces séries évaporitiques au cours d'épisodes tectoniques ou pas, qui interpénètrent les couches sédimentaires dans lesquelles ces séries se sont développées. Pourquoi ? Parce que par différence de densité et par le fait que les séries évaporitiques, notamment le sel, ont une plasticité, ont une rhéologie géomécanique très plastique, eh bien ces immenses poches de sel arrivent à remonter au cours du temps dans les séries sédimentaires. Hein, il y a des exemples de diapyre très connus en Provence, notamment par exemple vers Sisteron, à Saint-Giniès, là il y a un magnifique diapyre de sel, et ces diapyres sont des phénomènes assez fréquents sur l'ensemble de la planète. Un tableau qui résume, hein, on ne va pas s'y attarder longtemps. J'ai pas parlé des sédiments, où est-ce qu'ils sont, de tout ce qui est volcano-sédimentaire, hein, dans lequel on a un mélange de produits d'une émission volcanique, des tufs, des cendres, avec d'autres sédiments détritiques. Et on appelle ça des sédiments, enfin du volcano-sédimentaire. Et le reste, je crois, j'en ai parlé. Voilà. Donc c'est juste pour résumer, hein, donc on voit bien que les calcaires, ça donne du matériau bioclastique, des fragments lithoclastiques, mais ça donne aussi des précipitations. Voilà. Et puis tout ce qui est terrigène, eh bien, il y a des minéraux, grains, fragments lithoclastiques et fragments bioclastiques. Voilà. Alors, une fois que cette classification étant faite, un mot sur le processus sédimentaire en lui-même. C'est-à-dire comment passe-t-on d'une roche en place, quelle que soit l'origine de la roche, hein, magmatique, volcanique, métamorphique, sédimentaire, vers un sédiment. Pour arriver à obtenir un sédiment, donc il faut décomposer, il faut éroder, détruire cette roche, pour que d'une roche solide, on arrive à des particules de plus en plus fines qui vont se déposer, sédimenter dans différents milieux, bassins récepteurs. L'eau, bien sûr, vous le savez, le principal agent
destructeur ou facteur d'altération de la roche. On appelle altération, ou weathering, le processus qui permet de libérer les particules, ce qui est différent de l'érosion. L'érosion, c'est une fois que ces particules ont été dissociées les unes des autres par les phénomènes, par les processus d'altération, l'érosion, c'est le mécanisme qui enlève ces particules. Puis après, c'est l'érosion qui est suivie ou qui est liée au transport. Hein, voilà. Donc l'altération, il y a deux grands types d'altération. L'altération physique, hein, qu'on voit tous en montagne, le vent, la neige, la cryoclastie, l'expansion de certains minéraux, hein, ça en fait partie. Hein, quand la pyrite gonfle, eh bien, elle va déstructurer les roches. Le sel, lui aussi. Les processus de dessiccation dans les zones humides. Et puis l'action biologique, qui est pas négligeable. Tout ça, c'est les processus, on va dire, physiques. Et beaucoup plus importante et plus répandue, c'est l'altération chimique. L'altération chimique, elle est en général elle suit ou elle accompagne l'altération physique. Hein, on a rarement l'une sans l'autre. Et elle va permettre, par les effets qu'elle va générer au niveau de la roche, de transformer cette roche en un sol. Hein, la pédogénèse, c'est le résultat final d'une altération chimique, plus mécanique. Voilà. Deux grands mécanismes pour l'altération chimique, la dissolution et l'hydrolyse. L'hydrolyse, entre parenthèses, des silicates. Voilà. Alors la dissolution, cela on la connaît très bien, puisque c'est par exemple la dissolution du gypse, hein, c'est la dissolution des carbonates, par l'ajout d'une eau, d'un vecteur acidifié avec le CO2 qui fait les phénomènes de calcification dans les calcaires. Ça, c'est de la dissolution. C'est-à-dire qu'on va, à partir d'une roche cohérente, solide, on va arriver à dissoudre complètement toute ou partie de cette roche. On a donc les évaporites, ça évolue vers une dissolution complète et on a ce qu'on appelle des phénomènes de fontis, c'est-à-dire d'effondrement. Et puis les carbonates, c'est une dissolution plus lente au cours du temps qui nous amène au phénomène de karstologie qu'on a sur certaines régions carbonatées. Voilà. Le processus d'hydrolyse des silicates, lui, il va surtout affecter les roches contenant des silicates, évidemment, donc plutôt les roches magmatiques métamorphiques, les granites en premier lieu. C'est un processus qui se fait avec une attaque à pH moyen, contrairement à la dissolution où il faut un pH plutôt acide. Là, on a un pH qui est entre 5 et 9, par des eaux plus ou moins pures et quand même chargées en CO2. Voilà. Et c'est un processus qui va jouer sur la force d'attraction de la molécule d'eau qui circule là, par rapport aux ions qui sont contenus dans la roche, les ions qui sont contenus dans les silicates de la roche. D'un point de vue chimie, on définit ce qu'on appelle un potentiel ionique, peu importe, rapport du numéro de la charge de l'ion de l'atome sur le rayon ionique de l'atome, son rayon. Et c'est ce rapport qui va nous donner un graphe qui est utilisé plus loin, qui s'appelle le graphe de Goldschmidt. Et ce qui est important à retenir, c'est que les produits d'hydrolyse sont des minéraux argileux. On sait bien que toute roche, un jour, va se transformer en argile, si on laisse le temps faire son œuvre. L'hydrolyse va accélérer ce phénomène. Elle va nous donner des minéraux argileux, dont la serpentine, la brucite, qui est un hydroxyde de magnésium, les chlorites, etc. Voilà. Et donc, ce processus va nous donner une espèce d'échelle, un peu comme l'échelle de la série de Bowen, mais un peu inversée, à savoir une échelle de vulnérabilité à l'altération des silicates. Voilà. Donc, si ce diagramme est représenté comme ceci, où on a en abscisse la charge, Z, le rayon ionique en ordonnée, et puis on a différentes classes d'ions, cations, anions, qui sont représentés là, et qui nous donnent en haut là-bas, avec un R très élevé et un Z plutôt faible, les cations dissolubles, c'est-à-dire c'est les cations qui sont les plus solubles, on reconnaît le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, qui vont se solubiliser très vite avec l'eau qui circule. Au milieu, des cations qui vont précipiter, qui vont donner des racines, des radicaux avec OH ou avec l'oxygène, et qui vont donner ces argiles, notamment. Et puis, ce qu'on appelle les oxyanions, qui sont eux aussi solubles et qui vont, comme les premiers,
comment dire, dissous dans l'eau. Voilà. Donc le résultat, c'est qu'on va avoir un minéral primaire, un silicate par exemple, ici c'est l'orthose, plus une solution d'attaque, mono plus ou moins pure, plus ou moins, avec plus ou moins de CO2, qui va nous donner un minéral secondaire qui va se retrouver là-dedans. Donc ça va être constituant du complexe d'altération, donc ça va être des argiles, grosso modo, plus une solution de lessivage avec de l'eau de drainage qui va contenir ça et ou ça. Voilà. Donc c'est toujours ce même processus qui est à l'œuvre. Et qui nous donne, alors donc là, l'orthose plus de l'eau, ça va nous donner de l'argile, une certaine argile qui s'appelle l'illite, plus une solution de lessivage. Voilà. Donc ça, c'est un processus qui est très répandu à l'échelle du globe et qui est un grand facteur de destruction, d'altération par exemple des granites. Un granit, un profil d'altération classique d'un granit, donc là j'ai mis un granit en milieu tropical, eh bien c'est à peu près ceci. Sur des dizaines de mètres, là vous avez l'échelle, ça fait 25 à 50 mètres, ça fait 50 à 100 mètres, donc sur plusieurs dizaines de mètres, voire une centaine, vous avez un horizon, le granit sain est ici, et suite à ces processus d'hydrolyse, on a au cours du temps établi ce profil. Donc vous avez un horizon avec la cuirasse latéritique, un premier horizon là qui s'appelle feuilleté, et puis un horizon très fissuré mais transformé en... C'est plus vraiment une roche, c'est un sol, plutôt un sol qu'une roche, avant d'atteindre le granit sain. Voilà. Transport par l'eau, donc c'est lié à la vitesse du courant, à la taille des particules, avec ce fameux diagramme de Strom dont on parlera un petit peu, et avec un tri granulométrique de l'amont vers l'aval. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Les particules qui sont issues d'un transport par fleuve, rivière, etc., sont plutôt d'aspect anguleux et lisses. Voilà. La glace fait que les sédiments sont mal classés et peu organisés. Une moraine, c'est un peu le gros bazar. Voilà. Le vent, c'est des différences de viscosité entre les fluides. La viscosité du vent est beaucoup plus faible, donc ça fait que les sédiments transportés vont être très fins et avec une granulométrie très homogène. Les sables dunaires, du Sahara ou autres, c'est des sables qui ont une granulométrie très homogène. Le leuce, c'est un produit un sédiment qui est transporté par le vent, qui est très fin, qui est très homogène. Et transport gravitaire, c'est quand même des volumes de transport importants. C'est les coulées de boue en domaine aérien, les coulées de boue de la Clarée cette année. Et puis en domaine marin, c'est nos fameux courants de turbidité, qui génèrent des volumes de matériaux très importants, avec la séquence de Bouma. Donc ça, c'est juste pour rappeler ce que c'est que les différentes morphologies au niveau marin, entre le plateau continental, le talus, le glacis, la plaine abyssale, la zone éritique et la zone pélagique. Bon, on s'en servira plus tard. Ça, c'est pour replacer les différents modes de transport, caractéristiques d'écoulement et les figures sédimentaires dont on parlera plus tard. Donc on y reviendra. Le fameux diagramme de Strom. Donc vous le connaissez tous. Ce diagramme, il est utilisé, mais de moins en moins, parce qu'il a des gros inconvénients. Notamment, vous voyez qu'on ne peut pas avoir, avec ce diagramme, là je suis un peu près, je ne vois pas bien, on ne peut pas avoir de sédimentation des particules fines, les argiles. Elles ne sédimentent pas avec ce diagramme. Mais évidemment, les particules fines sédimentent. Ensuite, il ne prend pas en compte la densité des particules. Le poids volumique des particules n'est pas pris en compte, alors qu'il joue quand même un rôle. Ni la profondeur d'eau, ni le fait que la sédimentation est due à une décélération du courant, c'est une question d'énergie, de vitesse d'énergie, alors que l'érosion est une accélération. Donc tout ça fait que ce diagramme, il faut l'utiliser, mais il faut savoir qu'il a des limites importantes. Il ne faut pas le prendre complètement à la lettre. Transport gravitaire, donc on va parler un peu des turbidites. Donc ça, c'est quelques représentations des courants de turbidité. Donc ça descend donc ce que j'ai représenté tout à l'heure. Ça descend, ça part de là. Des masses de sédiments qui sont déposées sur le plateau continental, qui, pour différentes raisons, ça peut être une secousse sismique notamment, vont dévaler en grande quantité le talus continental, avec une vitesse qui peut être très importante. Et puis, alors c'est un mélange d'eau et de particules,
donc c'est plus dense que l'eau, donc c'est pour ça que ça descend vite. Et puis, au fur et à mesure que ça descend, un certain tri va se faire. Les plus gros vont aller plus vite que les plus fins, etc. Et arrivé en bas, ici, au niveau du glacis et de la plaine, eh bien, la vitesse va être beaucoup plus faible, voire jusqu'à vitesse nulle, et un tri granulométrique va s'effectuer. C'est pour ça qu'on a nos turbidites qui sont triés d'un point de vue granulométrique, hein, de manière cohérente, avec la fameuse séquence de Bouma. Hein. Déjà, le tri commence à se faire dans la descente, et il s'affine d'un point de vue dans des 3 dimensions, hein, c'est pas qu'en 2 dimensions, il s'affine lorsque le dépôt perd son énergie, perd sa vitesse et finit sa course, on va dire. Hein, voilà. Avec la fameuse séquence de Bouma qu'on retrouve assez rarement complète, hein, la base érosive, et puis une granulométrie de plus en plus fine. Nous, ce qu'on voit, c'est si on va au Lotaré, c'est un peu ça, et puis un peu ça, quoi. Voilà, ça on voit pas bien. Hein. Voilà. Un mot sur les figures sédimentaires. On est toujours dans le processus sédimentaire, donc les sédiments, altération, érosion, nos sédiments arrivent dans un milieu de réception, se mettent en place, et forment pour certains des figures sédimentaires. Donc les figures, ça s'observe à la surface du banc, et les structures, c'est plutôt une coupe, hein, c'est juste une distinction de termes. Et les matériaux qui permettent l'observation des figures sédimentaires les plus variées, les plus mieux conservées, c'est les sables. Hein, c'est ce qu'on voit ici avec nos grès à Presles. Donc il y a plein de figures, il y a les rides, les dunes. Alors la différence entre rides et dunes, c'est la hauteur. La hauteur de la ride, sa longueur, enfin il y a tout un tas toute une classification. Hein. Vous voyez, une dune, c'est l'échelle, c'est 10 cm, et ça c'est 2 cm. Voilà. Donc en fonction de la dimension, on parle plutôt de ride ou de dune. Les antidunes, fond plat, c'est qu'il n'y a pas de ride. Et puis les antidunes, c'est les formations des dunes dans le sens inverse de progression des vagues. Bon. Nous, ce qu'on voit surtout, c'est ça, hein, des rides. Ça donne une direction du courant, ça permet d'avoir la direction du courant, hein, et ces dunes ou ces rides sont asymétriques quand le courant est unidirectionnel. C'est-à-dire, par exemple, rivière, je l'ai décrit après, hein, tout ce qui est rivière, donc ça c'est d'autres représentations, avec la forme, quand on a la forme d'une ride, le courant, la face la plus longue, comme ceci, est dans le sens du transport. Voilà. Et le dépôt se fait de l'autre côté de la ride ou de la dune. D'autres formations, hein, qui sont moins connues, qui sont plutôt à la base des strates, hein, qui sont liées soit à la présence d'un petit obstacle, qui fait que le courant va contourner l'obstacle et va laisser un dépôt, soit, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle les crosses, formes en croissant, quoi. Et soit les flux de caste, là, c'est au contraire une cavité qui est creusée par des courants un petit peu secondaires, et qui après va donner un dépôt ayant cette forme. Voilà. Donc ça, c'est moins fréquent. Les rides sont dissymétriques pratiquement pour tout. Une rivière, le courant est unidirectionnel, ça donne des rides dissymétriques. Ce qui donne des rides symétriques, c'est par exemple la houle, parce que la houle va dans les deux sens. Alors que par une mer, la marée par exemple, le fait qu'il y ait des vagues dans un seul sens pendant le temps de la mer montante, va vous donner des rides dissymétriques. Hein, dès que le courant est unidirectionnel, c'est des rides dissymétriques. Dès qu'il est alterné, comme la houle, c'est souvent le cas, on arrive à avoir des rides symétriques. Donc ça, c'est ces figures sédimentaires, hein, les sédimentologues, ils peuvent en dire, écrire plein d'histoires avec, hein, en fonction de la forme, de la taille, de la constitution. Enfin bon, ils arrivent à reconstituer assez finement le milieu. Ensuite, il y a des empreintes de surface, qui sont les chenaux. Nous, ce qu'on voit surtout, c'est nos polygones de dessiccation, les mud cracks. Hein, c'est tout ce qui est laissé par un objet, par un phénomène météorologique, hein, des gouttes de pluie par exemple, au niveau de la surface d'une couche. Voilà. Et puis il y a des déformations qu'on appelle synsédimentaires qui sont assez importantes, qui peuvent être assez importantes, qui sont notamment les structures de charge ou ce qu'on appelle les slumps. Les slumps, c'est quoi? C'est une masse de sédiments très fins, type argileux, très plastique,
contenant beaucoup d'eau et qui va glisser à la surface d'un banc qui est en cours de constitution. Et en glissant, cette masse de matériaux plastiques va se déformer et va créer des figures de slump avec, vous voyez, il y avait des convolutions, des espèces de plis, hein, il y a des plis internes au slump hein, qui se dessinent. On voit ça très bien dans des flysch. Hein. Ça, c'est des flysch du Pays Basque, hein, mais on peut peut-être voir la même chose dans les flysch de Lambrinet. Il faut qu'il y ait un peu de pente, oui. Donc on voit, il y a des slumps de taille assez importante. Hein. Ça peut avoir des... Là, c'est des tailles plurimétriques. On peut avoir des slumps pluricentimétriques. Enfin, de plusieurs centaines de mètres. Voilà. Donc ça fait des belles figures. Hein. C'est pas de la tectonique active. Hein. C'est lié à un mouvement en masse d'un matériau plastique gorgé d'eau et fin. Voilà. Une déstabilisation. Alors pourquoi ça bouge? C'est pareil, ça peut être comme les turbidites, hein. Ça peut être la sismique, ça peut être la gravité tout simplement, une charge si on charge en amont avec d'autres sédiments, etc. Maintenant parlons des dépôts, sédimentation. Donc la sédimentation, pour faire simple, il y a deux grands modes de dépôt, des sédiments, tous sédiments confondus, détritiques, pas détritiques, carbonatés, etc. C'est la décantation. Donc la décantation, vous voyez bien ce que c'est, hein, une particule dans un milieu plutôt au repos va plus ou moins rapidement, en fonction de sa taille, de sa nature, de sa densité, descendre et se déposer au fond. Donc ça concerne les lagunes, les deltas, les fonds marins au large, bien sûr, tout ce qui est au-delà de la limite d'action des vagues quand on est en mer. Les particules qui sont issues de cette décantation, c'est en général des particules fines, qu'on appelle des boues. Alors nous, on parle de boues carbonatées, de boues argileuses. Le terme, c'est boue pélagique, hein, ou boue pélagique argileuse, ou boue hémipélagique, hein, bon, peu importe. Hein. La différence, c'est que dans les boues pélagiques, il n'y a pratiquement que des tests de micro-organismes hein, qui ont été cassés au cours de leur descente, et que dans les boues hémipélagiques, par exemple, on a essentiellement des siltes et de l'argile, donc du détritique. Voilà. Et l'autre grande catégorie, c'est tout ce qui est resédimentation, c'est-à-dire qu'on a sédimenté, par exemple, ceci, et par différents processus, comme par exemple les turbidites ou les slumps, on va modifier le dépôt de ces sédiments et l'organiser de manière différente. Donc c'est les slumps, glissements gravitaires, les courants de densité qui peuvent être des coulées de débris, donc c'est des gros éléments qui dévalent. C'est pas un slump, c'est pas une turbidite, hein, il n'y a pas de granuloclassement. Les coulées de liquéfiés, au contraire, c'est des sédiments très peu consolidés qui sont déconsolidés soit par des actions mécaniques, soit par des actions plus chimiques, hein, avec les fameuses clad-strats, là, qui sont des pièges à méthane, en fait, hein, des pièges à gaz, qui se trouvent au fond des océans ou dans les pergélisols, qui sont des molécules d'eau, une cage de molécules d'eau dans laquelle il y a du gaz. C'est stable à une certaine condition de température et de pression. Actuellement, c'est à peu près stable encore au fond des océans. C'est encore instable dans le pergélisol. Si ces conditions sont en train de changer, ça devient instable. Les molécules d'eau se cassent et puis le gaz, il s'en va. Hein. Alors le gaz, c'est essentiellement du CH4, mais ça peut être aussi du CO2 et du H2S. Donc c'est une bombe à retardement par rapport au climat. Et ça peut jouer dans la mise en place de ces coulées liquéfiées. Hydrogène sulfuré, gaz qui sent l'œuf pourri. Et les courants de turbidité, bien sûr. On parle de dépôts par courant de fond marin, c'est des grands courants qui longent la base du talus et qui vont déposer des sédiments qui s'appellent les contourites. Et puis il y a nos fameuses tempestites, hein, ou inondites, qui sont liés à des dépôts liés à des courants exceptionnels ou très violents. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les dépôts par resédimentation. Les principaux pour nous, c'est ceux-là, hein, turbidité. Voilà. La sédimentation carbonatée, j'ai fait un petit focus dessus parce qu'elle est très particulière. Il y a deux grands milieux. Il y a les milieux peu profonds et eau chaude. C'est les récifs, donc les plateformes carbonatées récifales. Hein, où on a des eaux très chaudes, pratiquement pas d'apport terrigène, c'est que des organismes bioconstruits, et puis une profondeur assez faible. Et puis en milieu pélagique, donc plus au large, on a les boues océaniques carbonatées, hein, ce qu'on appelle les pélagites, qui sont fonction de la richesse du plancton,
qui lui-même est fonction à la fois de la latitude et du climat, l'un étant lié à l'autre. Il y a plus de plancton à l'équateur ou au voisinage des côtes, donc plus de boues pélagiques. Et puis, la dissolution c'est lié, cette formation de carbonate est liée à la dissolution ou pas des éléments qui vont les constituer. Donc il y a la notion de niveau de compensation des carbonates et de la silice. Sachant que actuellement, le niveau de compensation des carbonates, c'est-à-dire la profondeur jusqu'à laquelle la silice, le carbonate n'est pas dissous, c'est à peu près 3800 mètres au jour d'aujourd'hui. Quel était-il au Jurassique supérieur? On ne sait pas bien. Il était certainement profond aussi, mais précisément, on ne peut pas dire. Voilà. Donc jusqu'à cette profondeur, cette fameuse CDD, au niveau de compensation des carbonates, eh bien, les coquilles, les débris de coquilles restent entières, ne se dissolvent pas et peuvent sédimenter. Au-delà, c'est dissous, il n'y a plus de carbonate. Par contre, on trouve de la silice. Diagenèse. Donc on a parlé du transport, de la sédimentation, diagenèse, qui est le processus essentiel dans la transformation d'un sédiment, c'est même le processus qui permet la transformation du sédiment en roche. Donc la diagenèse, c'est très complexe, il y a des tas de sous-processus qui interviennent. Ça dépend de contraintes mécaniques, thermodynamiques, etc., chimiques même. Donc il y a beaucoup de choses, on parle de diagenèse précoce, diagenèse tardive, il y a plusieurs stades de diagenèse. Les principaux processus, c'est ceci. La première chose, c'est la dégradation de la matière organique. Il y a toujours de la matière organique dans la plupart des sédiments. Et donc, c'est plutôt l'activité aérobie, anaérobie de micro-organismes qui va commencer par dégrader cette matière organique. Bon. Ensuite, à un stade plus important, à la fois en termes de profondeur et de température, on va voir apparaître des transformations minéralogiques, ce qu'on appelle l'autigénèse. Par exemple, l'aragonite va se transformer en calcite. J'ai mis 2 flèches dans les deux sens parce que le processus est réversible. L'aragonite est instable à une certaine température. On va avoir le phénomène de dolomitisation secondaire. On va avoir la transformation d'opale dans les tests des organismes siliceux. On trouve de l'opale, qui est une silice amorphe, qui va se transformer petit à petit pour devenir du quartz. Donc tout ceci, ça se passe à une certaine augmentation de pression de température. Nouveaux minéraux qui apparaissent, pyrite, zéolite, glauconie, qui est une argile ferrifère, les concrétions comme les silex et les marcassites dans la craie notamment. Et puis, un processus essentiel et qui est le plus classique, c'est la compaction. Donc le poids des sédiments les uns sur les autres, le poids engendré par les sédiments qui se déposent au-dessus, va générer l'expulsion des fluides, parce que tous ces matériaux, quand ils se déposent, sont gorgés d'eau. Une argile, par exemple, c'est au début de son dépôt, c'est plus de 70% de porosité. Porosité, donc c'est des espaces qui sont remplis par de l'eau. Vous compactez cette argile, ou cette particule fine, déjà les grains vont s'orienter, ils étaient dans le désordre, ils vont se remettre parallèles les uns aux autres, et puis l'eau va être expulsée, et vous arrivez à des porosités qui peuvent descendre à 20-30%, voire moins, voire beaucoup moins. Donc expulsion des fluides, diminution de la porosité, et bien sûr réduction de l'épaisseur des sédiments. Et puis, dernier processus, mais qui n'est pas le moins important, une fois que tout ceci a été fait, c'est la cimentation, dont on a parlé tout à l'heure, matrice, ciment, etc. Peu importe, c'est les eaux qui sont encore dans ce sédiment, qui circulent, qui sont plus ou moins chargées en ions, à des températures plus ou moins importantes en fonction de la profondeur, vont déposer pour ce qu'on appelle le ciment, des cristaux de calcite, de quartz, de tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui se trouve dans le milieu environnant, tout ce qui va être pompé par ces eaux, pour faire un lien entre les éléments et donc réduire encore la porosité. Donc d'une porosité initiale, quand le matériau se dépose, qui peut être très importante, on arrive à une roche qui a une porosité très faible. Et ça a des incidences très importantes en termes d'exploitation, on va dire, humaine, puisque par exemple les pétroliers, eux, ce qu'ils cherchent, c'est des roches très poreuses. Si une roche est peu poreuse, ça ne les intéresse pas parce qu'il y a peu de chances d'avoir du gaz ou du pétrole dedans. Et s'il y en a,
ça va être très compliqué d'extraire. Parce que moins c'est poreux, plus les pores ne sont pas interconnectés, etc. Donc ils vont énormément étudier tous ces phénomènes de cimentation pour comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça se cimente, quels sont les milieux qui sont favorables à une cimentation importante ou pas, et orienter leurs recherches vers ces zones où la cimentation a des chances d'être faible ou voire inexistante. Voilà. Donc quelques dessins qui illustrent la cimentation, hein, c'est des fluides qui circulent et qui déposent. Bon, ça c'est... Alors il y a le phénomène de pression-solution, ou pression-dissolution, on avait déjà parlé, je crois, à Barachin, ou je ne sais plus où, oui, avec les joints stylolytiques, hein, c'est le même phénomène. C'est-à-dire, vous avez, lié au poids, hein, vous avez des pressions suffisamment élevées pour qu'il y ait dissolution partielle d'une partie là c'est des carbonates, et puis création d'un joint stylolytique, par exemple. Et puis le joint stylolytique va se remplir par les résidus non dissous, en général de l'argile, et le carbone de calcium qui était à la place de ce qui a été dissous, eh bien lui va être entraîné par l'eau de circulation. Voilà. Donc ça, c'est des choses assez courantes. Vous pouvez avoir des excroissances ou des surcroissances de quartz sur les grains, toujours pareil, par ces eaux qui circulent et qui vont déposer de nouveau de la silice autour des grains déjà préexistants et former des auréoles de surcroissance et réduire la porosité. Voilà. Exemple de processus dans un grès, des diagenèses d'un grès. Donc, il peut y avoir, c'est pas obligé, mais au début du dépôt des éléments détritiques, puisque les éléments détritiques, on l'a vu au tout début, c'est des tailles différentes, hein, des plus grossiers aux plus fins. Donc un grès, c'est des grains de sable relativement fins, enfin plus ou moins grossiers, mais souvent fins. Ils sont souvent associés, ou peuvent être associés à ces éléments de sable, des particules argileuses. Et lors du dépôt, eh bien, on peut avoir de l'argile, des particules argileuses qui s'infiltrent entre les grains et qui vont entourer quelque part mes grains de quartz. Bon. Ensuite, dissolution des minéraux peu résistants à l'hydrolyse. Donc, on a vu tout à l'heure les phénomènes d'hydrolyse, pyroxène, amphibole, plagioclase. La rubéfaction. Dans les grès, on trouve souvent, alors pas forcément ici, mais il y a des tas de régions dans le monde, où on a des grès très colorés, hein, des grès continentaux rouges, rubéfiés, qui sont liés à la présence d'oxyde de fer. Et il n'y a pas besoin d'un gros pourcentage de fer ou de manganèse pour colorer ces grès. Un 0,1% d'oxyde de fer peut suffire à donner une couleur bien rouge au grès. Voilà. Ensuite, la compaction, d'abord mécanique, puis chimique, plus en profondeur, comme on vient de le voir. Et avec cette compaction et cette évolution chimique en profondeur, on a la transformation des argiles qui sont présentes dans ces minéraux détritiques. Alors ça, c'est plusieurs catégories d'argile. Celles-ci sont moins stables que celles-ci à certaines températures-pression. Et l'argile qui reste, c'est surtout ce qu'on appelle de l'illite. Bon. Et puis après, il y a le processus de cimentation, soit siliceuse, soit carbonatée éventuellement. Il peut y avoir avec les processus de porosité. Porosité secondaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une porosité qui se crée plus tardivement. On peut par exemple avoir un premier fluide va déposer de la silice entre mes grains de grès, et puis un autre fluide, ou de la calcite, mettons, ça sera plus facile, hein, donc on va avoir un ciment calcaire entourant mes grains de grès, et un autre fluide va repasser un petit peu plus tard dans le processus de diagenèse, chargé en CO2, plus acide, et il va redissoudre une partie de cette calcite. Donc il va recréer une porosité, ce qu'on appelle une porosité secondaire. Et puis, tout ça, donc ce que je disais, ça a des conséquences énormes, hein, le fait de bien connaître ces phénomènes pour les gens qui cherchent du pétrole, du gaz et des eaux souterraines ou des eaux chaudes pour la géothermie. Pour finir sur la diagenèse, on ne va pas faire l'exo parce qu'on n'a pas le temps. J'avais préparé deux petits exos. Là, alors, une question qu'on se pose souvent, c'est on observe un sédiment qui a été compacté, donc on l'observe sur un affleurement. Quelle épaisseur avait-il avant compaction, donc la décompaction. Donc il y a plusieurs méthodes, notamment pour les sédiments carbonatés. Alors là, le premier, c'est sur une boue argileuse, donc c'est de l'argile. Et l'objectif, c'est connaissant le fait que l'argile contenait 70% d'eau, le taux de compaction de cette boue, en admettant que toute l'eau a été expulsée, donc on
on calcule la porosité et on arrive, pour l'argile, je vous donne la solution. Si vous voulez, je vous donnerai le détail ultérieurement du calcul. On arrive à un taux de compaction de 3. C'est-à-dire que l'argile avait une épaisseur 3 fois supérieure à celle qu'on a actuellement. Bon. Pour les calcaires, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs façons de calculer, d'évaluer, ce n'est pas un calcul très précis, l'épaisseur initiale d'un calcaire. Notamment, on peut céder des joints stylolytiques, quand il y en a. Joints stylolytiques, c'est de la dissolution, donc c'est une partie du matériau qui a disparu, et on peut essayer, à partir de l'épaisseur des joints, d'un certain nombre d'éléments, de reconstituer à peu près l'épaisseur qu'avait ce calcaire avant la dissolution de ce calcaire qui a disparu à la place des joints. Voilà. Et donc on mesure parfois l'amplitude qu'il y a entre les deux extrêmes de stylolite. Mais ce n'est pas très précis. Une façon plus précise de faire, je vous ai dit que dans les joints, c'est de l'argile qui se dépose. Dans l'argile, il y a de l'aluminium. C'est même pratiquement toujours de l'argile. Donc cet aluminium, il vient d'où ? Il vient du fait que dans le calcaire, il y avait un petit peu d'argile. Au départ, ce n'est pas une boue 100% carbonatée. Donc on va mesurer le taux d'argile, d'oxyde d'aluminium, Al2O3, dans le calcaire, et on le mesure dans l'argile qui est dans les joints. Et en mesurant le rapport, en évaluant le rapport entre l'un et l'autre, on arrive à reconstituer la quantité de carbonate de calcium qui s'est dissous. Ça marche assez bien. À condition qu'on ait des... C'est pas une méthode très facile parce qu'il faut des analyses précises. Donc on arrive, je vous disais, 3 fois plus d'épaisseur pour l'argile. Et là, on a une compaction d'environ 20% entre le calcaire d'origine et il y a 20% de matière qui a été perdue. Donc la carotte, au lieu de faire 30 cm, 2 x 3, 6, elle faisait 36 cm. Alors, un mot sur les environnements sédimentaires. Donc, là, on va faire un peu de paléo-environnement. Dans quel milieu se déposent les sédiments ? Donc, les environnements sédimentaires, ils sont à peu près tous résumés ici. Milieu fluviatile, milieu lacustre, milieu désertique, milieu évaporitique, milieu tout ce qui est littoral, estuaire, les deltas, les plateformes carbonatées, et puis les éventails sous-marins profonds, donc c'est nos turbidites. Voilà. On va parler un peu plus en détail de ça et de ça. Faut savoir que par exemple les deltas, ça peut représenter des épaisseurs de sédiments gigantesques. Si vous prenez le delta du Mississippi, qui est un delta qui fonctionne depuis 70 millions d'années, je crois, ils ont évalué jusqu'à 11 000, 12 000 mètres de sédiments. Donc c'est des quantités de sédiments faramineuses. Voilà. Alors si on regarde un peu en détail les évaporites, où est-ce qu'on trouve actuellement Alors les évaporites, on peut les trouver dans des milieux lacustres ou des milieux marins. Milieux lacustres, c'est par exemple récemment, en cours actuel, c'est les grands lacs africains, c'est le grand lac salé des USA, et les anciens, je ne les connais pas, mais il est cité des grands bassins lacustres d'évaporites aux États-Unis, dans différentes régions. Environnement marin, c'est ceux-là qui ont permis, au cours d'histoire géologique, de fournir les plus grands dépôts d'évaporites connus sur la surface du globe. Donc on connaît les grands bassins des États-Unis. On connaît, nous, ce grand bassin-là, qui s'appelle Genstein, qui englobe, par exemple, les bassins d'Alsace. J'ai parlé tout à l'heure des potasses d'Alsace. On trouve de la potasse, mais on trouve beaucoup de sel aussi dans ces bassins-là. Et cette partie de bassin évaporitique d'Alsace fait partie de ce grand bassin du Genstein qui recouvrait une grande partie de l'Europe du Nord. Et puis, il y a un bassin qui est très connu en tout cas, qui est très important, c'est le bassin, ce qu'on appelle le bassin messinien, les bassins messiniens ou les dépôts messiniens de Méditerranée. Alors, qu'est-ce que c'est que avant d'en parler, et puis actuellement, le plus connu, c'est la mer Morte. La mer Morte, c'est un dépôt évaporitique en cours de formation qui est très important. Voilà. Et on trouve de la potasse en mer Morte d'ailleurs, ce qui prouve qu'il y a des conditions d'évaporation très, très intenses. Conditions géodynamiques variées, donc le plus souvent, c'est les marges continentales, bassins côtiers, associés, comme on avait notamment à Barachin, en lien avec l'ouverture d'un bassin ou au niveau de sa fermeture. Et notamment, on va parler du Miocène terminal et des bassins messiniens.
On parle souvent dans la géologie de la crise de salinité messinienne. C'est quoi ce terme? Ça regroupe, ça décrit ce qui s'est passé au Messinien, c'est-à-dire il y a à peu près 6 millions d'années, où si on fait des sondages et si on fait de la géophysique, enfin on a fait des sondages et surtout de la géophysique en Méditerranée, et on trouve sur une bonne partie de la Méditerranée, notamment sur tout son pourtour à la fois oriental et puis sud et nord, on trouve des épaisseurs d'évaporites gigantesques. On arrive jusqu'à, j'ai mis 1500 mètres d'évaporites. Alors évaporite, ça veut dire quoi? Du sel, sel gemme, mais aussi des gypses et d'autres évaporites. Volume évalué à 1 million de kilomètres cubes, ce qui est gigantesque. Et ces dépôts se sont produits pendant ce qu'on appelle le Messinien, donc c'est au Miocène, sur une durée qui est évaluée à 650 000 ans. L'origine de ces dépôts, c'est tout simplement, c'est que le détroit de Gibraltar, donc, qui conditionne les échanges Atlantique-Méditerranée, a été fermé pendant cette période et a permis l'évaporation partielle, voire totale en certains endroits, de la Méditerranée. Et donc le développement des séries évaporitiques qu'on a vues tout à l'heure. Cette crise messinienne avec ses dépôts de sel et surtout les conséquences de cette disparition de la Méditerranée ont engendré des modifications à la fois sur l'environnement de la Méditerranée et au-delà, très importantes. Climatiques, bien sûr, phoniques, il y a eu des modifications de la biodiversité, et accroissance de l'érosion. Quand vous abaissez le niveau de base d'une mer, ça s'est fait récemment avec les dernières glaciations par exemple, eh bien vous augmentez l'érosion entre les montagnes et puis ce niveau de base avec des incisions de plus en plus importantes au niveau des cours d'eau. Et on retrouve dans certaines régions du pourtour méditerranéen, mais assez loin de la Méditerranée, donc chez nous par exemple la vallée du Rhône essentiellement, des profondeurs de dépôts de sédiments qui sont très importantes, qu'on n'imaginait pas. Quand on a fait, nous, les reconnaissances à EDF pour les centrales nucléaires de la vallée du Rhône, certaines centrales, eh bien, on est tombé, suite à des reconnaissances géophysiques et sondages, sur des épaisseurs de sédiments qui sont liés à cet accroissement de l'incision, donc avec des grands canyons qui étaient remplis de sédiments et qui ont posé des problèmes pour la construction des bâtiments. Voilà. J'avais prévu ces petits exercices qu'on ne fera pas, qui permet de calculer, compte tenu de ces données, surface de la Méditerranée, profondeur moyenne de la Méditerranée, salinité d'eau de mer, 38 pour 1000, masse volumique moyenne des évaporites, 2 grammes par centimètre cube. On fait un petit calcul et on arrive à calculer, si on évapore en une seule fois toute la Méditerranée, quelle épaisseur on obtient? On obtient 30 mètres. 30 mètres. Donc ça veut dire que pour arriver à 1500 mètres, il a fallu un certain nombre de cycles. À 30 mètres ou 300 mètres, je ne sais plus. Il a fallu plusieurs cycles. Ce qui est certain, c'est qu'il a fallu plusieurs cycles. Ça ne s'est pas fait en une seule fois. Ça a duré 650 000 ans, et au cours des 650 000 ans, il y a eu des ouvertures, des fermetures, des ouvertures, des fermetures, qui sont liées à la fois à la tectonique et à l'eustatisme, variation du niveau des mers. Ouais. Un mot très rapide sur les turbidites, on en a déjà bien parlé, donc je ne redétaille pas. Sédimentation détritique profonde, mise en place des courants, mélange pluant, tout ça j'ai déjà dit, donc je ne reviens pas dessus. Simplement retenir que c'est des quantités énormes de matériaux qui sont transportés par les courants de turbidité. Ce n'est pas négligeable au niveau du volume global de matériaux détritiques sur la surface de la Terre. Et ça permet de les transporter en milieu très profond. L'exemple dont je parlais là, de Grand Banks au large de Terre-Neuve, ils ont trouvé au-delà de la fin du dépôt de turbidite, de ce gigantesque dépôt de turbidite, ils ont été explorer des canyons qui étaient un peu plus bas, là, qui descendaient vers les abysses. Ils ont trouvé jusqu'à plus de 1000 mètres de sédiments détritiques dans ces canyons. Voilà, donc des épaisseurs très importantes. C'est-à-dire qu'ils ont continué à descendre dans les canyons. Voilà. Bassin sédimentaire et contexte géodynamique. Donc là, on va passer assez rapidement, car c'est tout simplement pour dire que selon les contextes géodynamiques, on a plus ou moins de sédiments qui se déposent. Une croûte océanique, selon son âge, en général, il y a peu de sédiments sur une croûte océanique, notamment fond de l'Atlantique. Alors ça, c'est des considérations actuelles. Alors est-ce qu'il faut faire de l'actualisme et dire que ce qu'on voit actuellement
eh bien on peut conclure que c'était la même chose au Jurassique, par exemple, sans doute, mais avec précaution. Donc, croûte océanique jeune, il y a des dépôts qui ne dépassent pas la centaine de mètres, donc c'est très peu. Un peu plus ancienne, ça arrive au kilomètre, mais c'est quand même pas beaucoup non plus. Donc, grossièrement, globalement, les croûtes océaniques ne sont pas des lieux de forts dépôts de sédiments. Où les dépôts se concentrent, c'est surtout sur les marges passives et les plateformes associées. Bon, ça, c'est pas nouveau. Et puis les marges actives, c'est pareil, en dehors des prismes d'accrétion qui sont associés à ces marges actives, il n'y a pas des grands dépôts de sédiments. Voilà. Donc l'essentiel des sédiments, c'est là. Donc il y a bien un lien entre répartition des sédiments et tectonique des plaques. Et il y a un lien entre, quand on parle de volume, et non plus uniquement de répartition, entre l'ampleur des reliefs, puisqu'on sait bien que pour avoir des débris du détritique, il faut des reliefs. Donc ampleur des reliefs qui elle-même est liée à la tectonique, et puis aussi le type de climat qui va plus ou moins altérer, éroder les roches selon les latitudes auxquelles on se trouve. Donc tout ça c'est lié, c'est des processus inter-entrecroisés, interactifs. La tectonique, le climat et donc la production de sédiments en correspondance. Nature des sédiments, bon, on va passer assez vite. Donc là, c'est pareil. Donc en fonction, marge passive, c'est essentiellement des sédiments de type clastique, détritique, qui au niveau des plaines abyssales deviennent de plus en plus fins avec des boues argileuses. Les hautes latitudes, donc pôle nord, pôle sud, vers les pôles nord et les pôles sud, on a pas mal de sédiments d'origine qui viennent des reliefs polaires, que ce soit arctique ou antarctique. Il y a un terme qui s'appelle le high thrusting qui décrit le fait que ces sédiments, ce dépôt, sont pris dans la glace et au fur et à mesure que la glace fond, en allant vers les latitudes plus basses, eh bien, les sédiments vont se déposer au gré de la fonte de ces glaces. Voilà. Ensuite, on trouve de manière synthétique, au niveau de l'équateur, on trouve les radiolarites, c'est en eau chaude. Donc on les trouve actuellement, toujours plus au niveau de l'équateur. Il y a beaucoup plus de tests siliceux que de tests carbonatés. Enfin, en tout cas, il y a des dépôts de radiolarites. Et par contre, aux hautes latitudes, pôle nord, pôle sud, on a des niveaux de sédiments aussi majoritairement siliceux, mais c'est les diatomées. Donc les diatomites se forment plutôt en climat, en eau froide. Voilà. Donc là aussi, la nature des sédiments dépend fortement de la latitude et donc de l'énergie, la quantité d'énergie solaire reçue. C'est quoi la différence ? Donc un mot sur ces roches sédimentaires et activités humaines, il y a beaucoup de liens. Conséquence de l'érosion, c'est diminution des ressources en sable. J'en parlais tout à l'heure, mais les ressources en sable au niveau planétaire sont vraiment un enjeu assez crucial et inquiétant en termes de ressources. Le recul des côtes, qui est aussi quelque chose de très important. Il y a des endroits, sans aller très loin en France, où on a des reculs de côtes qui commencent à poser des gros problèmes, sur la côte aquitaine notamment. Et puis il y a tout ce qui est éboulement, glissement de terrain, coulée de boue, qui sont liés à des reprises de l'érosion, une érosion plus forte, qui sont les conséquences directes de l'altération et de l'érosion, puis de l'érosion. Voilà. Les matériaux, bien sûr, il y a des tas de matériaux qui sont utilisés, qui sont sédimentaires. Matériaux industriels, on a les sables, les granulats, bien sûr, le carbonate de calcium, le calcaire. Alors le calcaire, il sert à quoi ? Il sert essentiellement, pas que, mais il sert beaucoup, par exemple, à la fabrication du clinker, c'est-à-dire du constituant du ciment. Pour faire un clinker, il faut du calcaire et de l'argile. Et le calcaire, on l'utilise beaucoup. Mais ça sert aussi dans la pharmacie, ça sert dans pas mal dans les peintures. La diatomite, qui est un constituant, alors qui est un absorbant, très bon absorbant, abrasif, donc il y a pas mal d'utilisation. Les argiles, ça a énormément d'utilisation, que ce soit pour la porcelaine, c'est le plus classique, mais aussi pour la pharmacie, pour le piégeage de différentes choses. Enfin, c'est des choses très utilisées. Et bien sûr, le gypse pour le plâtre et le sel pour pas mal d'utilisations. Pour manger ou pour saler les routes. Tout ce qui est charbon, hydrocarbures et minerais. Donc les hydrocarbures, on sait qu'il y en a beaucoup. Les hydrocarbures, on les trouve essentiellement dans des sables et grès. Parmi les plus grands gisements mondiaux, c'est sables et grès, bassins sédimentaires intracontinentaux.
Et aussi des bassins, alors ce qu'ils appellent myogéoclinal, ça c'est une appellation de pétrolier, c'est nos marges passives et les plateformes associées. Hein. Donc c'est par exemple les plateformes carbonatées, où les grands champs du Moyen-Orient sont en partie dans ces calcaires. Les diapyres que j'ai cités là, eux, leur rôle, c'est que le diapyre, comme c'est une remontée de sel qui va venir s'intercaler dans des couches sédimentaires, hein, que ce soit des grès ou des calcaires, ils vont venir piéger. Donc ils ont un rôle essentiel dans le piégeage des hydrocarbures. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des hydrocarbures dans une roche, il faut que ces hydrocarbures restent au cours du temps, qu'ils ne s'en aillent pas, qu'ils ne s'évaporent pas. Donc les argiles et le sel sont des très bons pièges à hydrocarbures. Et puis des bassins deltaïques, comme le Mississippi par exemple, ou le Nigeria, qui fournissent des grands champs pétroliers. Hein. Eau souterraine, géothermie, c'est aussi un débouché très important. L'essentiel des ressources en eau souterraine, c'est dans des roches sédimentaires. Dans le granit ou dans les roches magmatiques, volcaniques, on peut trouver de l'eau, mais ça constitue une part assez faible des ressources souterraines, que ce soit nationales ou mondiales. Hein, les grands champs les grands aquifères, comme au niveau du Sahara, c'est dans des grès, par exemple, c'est pas dans des roches magmatiques, voilà. Ou dans des calcaires karstifiés. Stockage souterrain, on y pense moins, mais les roches sédimentaires sont des très bons pièges, comme elles ont piégé le pétrole au cours de l'histoire. On peut les utiliser actuellement pour stocker ce qu'on a envie de stocker, hein, du gaz, des déchets industriels, radioactifs ou pas. L'argilite, par exemple, c'est le contenant des futurs déchets radioactifs qui vont être mis à bure. C'est dans de l'argilite, hein, c'est-à-dire une argile qui est une roche pratiquement, hein, qui a des propriétés de perméabilité, mécaniques qui sont, paraît-il, propices. Dans le sel, on stocke aussi beaucoup de choses dans le sel. On dissout le sel, à Manos, qui est un gros stockage de gaz. On dissout ce sel. Le sel a la propriété, une fois qu'il est dissous, il y a une plasticité très lente, donc ça ne va pas se refermer, ça va rester. Et puis surtout, il est très étanche. Donc on arrive à stocker du gaz dans du sel. Et ça marche très bien. L'argile peut aussi servir à stocker plutôt des déchets superficiels, des décharges ou des choses comme ça. Voilà. Et le CO2, qui actuellement, il y a beaucoup d'études, de projets pour stocker du CO2 en profondeur. Et on va le stocker dans les mêmes matériaux. Le sel, par exemple, serait un bon candidat au stockage du CO2. Les minerais plutôt. Donc il y a tout un tas de gisements pour les minerais, que ce soit les dépôts alluvionnaires ou ce qu'on appelle des placers, carbonatés, argileux. Donc dans tous ces différents types d'objets métallogéniques, on trouve plusieurs minerais qui sont connus. Hein. Et la bauxite, par exemple, hein, qui est le minerai d'aluminium, peut avoir une origine résiduelle. Donc là, ce n'est pas une roche sédimentaire, mais donc, si elle est cuirasse latéritique, par exemple, ça peut former de la bauxite. Donc là, c'est une origine résiduelle, ce n'est pas une roche sédimentaire. Par contre, si cette bauxite formée est transportée et déposée ailleurs, ça devient une roche sédimentaire. Et les bauxites de Provence, dont l'origine était plutôt du Massif central, sont des roches, on peut considérer que c'est des roches sédimentaires. Voilà. J'arrête là. Merci. C'est tout. Merci. Vous savez pas tout, mais vous en savez un peu plus. Merci à vous d'avoir écouté.